Bonjour à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour un thème qui me tient particulièrement à cœur. Partir à l'étranger, ou vivre, ou travailler à l'étranger, eh bien, ça fait briller beaucoup d'yeux. Certains passent à l'action, d'autres garderont ça comme un rêve. Et justement, en parlant de rêve, eh ben, très souvent, on oublie les réalités qui peuvent être parfois très confrontantes. Et donc, pour nous aider avec ce thème aujourd'hui, comment vivre au mieux, de façon le plus optimale possible et avec le moins de stress possible, une expatriation, eh bien, j'ai invité Sophie Ménard. Salut Sophie, Salut Elodie, merci comment pour vas-tu? l'invitation. Très bien, et toi? Ça va, je suis tellement contente de te retrouver. Ben oui, moi aussi, à quelques milliers de kilomètres de distance. Et oui, parce que toi, donc, tu es à Dubaï et moi, je suis au Exactement. Portugal. Alors, je voulais, pour les gens qui nous écoutent, je voulais dire un petit peu comment on s'est rencontrées toutes les deux. C'était donc à Dubaï en 2018 au sein de l'église. Et après une année, on est devenues toutes les deux maman catée. Et c'est comme ça qu'on a appris à se découvrir l'une et l'autre. Et après, quand je suis partie pour la Malaisie, juste avant de partir, tu m'as partagé ton projet qui nous a encore plus rapprochés. Et depuis, on ne s'est jamais vraiment quittés. On s'est toujours suivis. Exact. Et donc, je vais te laisser t'introduire et te présenter auprès de notre audience. Ok. Donc moi, je m'appelle Sophie. Effectivement, je suis une expatriée qui commence à être une expatriée un petit peu au long cours. Ça fait une quinzaine d'années que je suis expatriée. Je suis mariée depuis 15 ans. On a 5 enfants. Et depuis donc maintenant 5 ans, j'habite à Dubaï. Avant ça, on habitait en Écosse. Avant ça, on est passé un petit peu par la Casse-Paris pendant 2 ans. Avant ça, on habitait en Allemagne. Bref, on a bien bourlingué et là, on est sur le point de rentrer en France et d'aller s'installer pour probablement quelques années à Lille. Ah, merci beaucoup pour cette présentation. Et justement, c'est ce qu'on se disait juste avant que, eh bien, ton partage aujourd'hui va être tellement riche parce que tu as vécu plusieurs expatriations, peut-être avec et sans enfants. Ça aussi, c'est un point qu'on pourra aborder. Donc, première partie, plusieurs expatriations. Et maintenant, tu vas rentrer dans ton pays, n'est-ce pas? Exactement. Et ça, c'est la deuxième fois que ça va m'arriver. Donc, c'était en... Alors, au niveau des années, ça devait être en 2009. Je suis rentrée une première fois et c'était pour mon premier accouchement, pour ma fille aînée, que je suis rentrée parce que je sentais que c'était important pour moi d'être en France à ce moment-là. Et puis après, on est reparti au bout de... J'avais déjà eu mon deuxième enfant à Paris. Et là, effectivement, on retourne pour la deuxième fois en France. Je ne suis pas enceinte et pourtant, on y retourne quand même. Et alors, dis-moi, Sophie, en tant que maman, alors voilà, tu sais, en tant que femme, on a plusieurs casquettes. Alors, on va prendre d'abord la casquette de maman, puisque tu viens de parler de tes enfants. Euh, on va parler peut-être d'abord de l'expatriation. Donc, quand tu quittes ton pays d'origine pour aller dans un autre pays, quels ont été pour toi les moments les plus challengeants? Alors, les moments les plus challengeants, en fait, c'est que quand on part à l'étranger, en fait, il faut bien se dire que oui, il va y avoir l'exotisme du fait qu'on est dans un nouveau pays. Oui, il peut y avoir une nouvelle langue, mais en gros, les impératifs et les choses qu'on avait mis en place dans son pays, c'est encore des choses auxquelles il faut penser. C'est-à-dire que c'est un peu illusoire de se dire que parce qu'on part dans un nouveau pays, de façon miraculeuse, les choses seront beaucoup plus linéaires, beaucoup plus faciles, etc. Moi, je sais que un des plus gros challenges que j'ai eu à chaque fois que j'ai changé de pays, ça a été de m'assurer que déjà les enfants, ils arrivaient à s'ajuster, à s'adapter comme il fallait, sachant que pour mon mari et moi, c'était des choses qui étaient faciles. On a beaucoup vécu à l'étranger déjà avant de se marier et de partir ensemble. Donc pour nous, habiter dans un nouveau pays, ça n'a jamais été voilà, une grosse difficulté, on va dire. D'accord. Après, il y avait bien sûr des niveaux de difficulté. S'installer dans un nouveau pays en Europe, c'est pas la même chose que s'installer au Moyen-Orient, par exemple. Mais grosso modo,
pour nous, en tant qu'adultes, ça n'a jamais été très compliqué. Pour les enfants, c'est complètement différent. Parce qu'il y a, en fonction de l'âge, en fonction de la maturité, il y a une capacité plus ou moins forte, une résilience plus ou moins forte à s'ajuster, à s'adapter, à accepter de quitter un endroit où on se sent plutôt en sécurité avec ses amis, avec les grands-parents, avec les cousins. Et parfois, ça peut être dur de voilà, oser dire au revoir à tout le monde pour passer à autre chose. Donc, la première chose, c'est vraiment faire attention au fait, et ça, c'était un gros challenge. On n'a pas géré ça forcément aussi bien qu'on aurait aimé la première fois que c'est arrivé, mais faire attention au fait qu'une expatriation, c'est pas parce qu'elle est facile sur le papier et surtout facile même dans les faits pour les parents, qui va en être de même pour les enfants. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, et là, je vais parler non plus avec ma casquette de maman, mais avec ma casquette plus professionnelle, on va dire. Il y a un peu ce côté en expat que, parce qu'il y a cette excitation d'un nouveau pays, parce que parfois on a l'impression que trop cool, notre conjoint a les étoiles dans les yeux à l'idée de partir dans le pays, et ben, on a l'impression que ça va suffire à notre bonheur quelque part. Et ça, pour moi, c'est une énorme bêtise, dans la mesure où, si jamais on est habitué dans notre pays actuel, par exemple en France, à bosser, avoir un emploi qui nous procure déjà des satisfactions professionnelles, un certain épanouissement, une vie sociale. Il faut bien se dire que dans le pays où on va arriver, si on a quelques difficultés ou qu'on n'a pas forcément anticipé le fait de retravailler ou autre, les choses vont changer du tout au tout pour nous. Et toi, moi, typiquement, ça a été mon plus gros challenge. À chaque fois qu'on a pris cette décision de partir dans un nouveau pays, moi, ma première question a été vraiment de me demander, OK, mais moi, niveau Moi, je pro, fais qu'est-ce que quoi? je vais faire? Ouais, Et ouais. c'est hyper important. Et Mettre un c'est vraiment sens. un point Ouais, qui, pour moi, et j'ai toujours bossé. euh, Avec les enfants, il y a eu des pauses, il y a eu des choses comme ça, mais moi, ça a toujours été mon fil rouge de toujours me dire, OK, très bien, tel nouveau pays, mais qu'est-ce que ça veut dire pour moi niveau boulot? Et ça, c'est vraiment une question qui se pose en amont. C'est-à-dire que ouais. c'est pas une fois sur place dans le pays qu'il va falloir réaliser que, ben, ah ben non, dans ce pays-là, il n'y a pas du tout le secteur dans lequel je suis spécialisée, ou ah ben non, mon boulot, en fait, je viens de réaliser qu'il ne s'exporte pas, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Franchement, ça s'anticipe. Parce que sinon, il va se passer quoi? Passer la période d'installation qui est toujours un petit peu, ouh, c'est exotique, c'est nouveau, Ouais. la plage, les Des étoiles cocotiers, c'est partout. magnifique. Ben, en Mhm. fait, c'est toujours dans l'expatriation, si là, c'est une espèce si je trace avec mes doigts une espèce de Roller courbe coaster, quoi. Ouais, de bonheur ou autre, et ben, il y a toujours un moment dans le temps où il va y avoir le creux de la vague. Et ça ouais. arrive dans toutes les expatriations, même quand on est bien préparé. Et le fait qu'on puisse remonter, pour moi, c'est beaucoup lié à la vie sociale, à la vie potentiellement professionnelle qu'on va se réinventer. Donc, surtout, ça, c'est un point. Voilà, moi, j'ai eu cette expérience où, par exemple, je travaillais dans le retail et puis on est allé s'installer en Écosse, à Aberdeen, la ville du oil and gas de mer du Nord. Bon, ben, le retail à Aberdeen, autant vous dire que les cabinets de conseil, ça court pas les rues. Et moi, j'ai dû faire un shift à 180 degrés pour du jour au lendemain partir dans le secteur du oil and gas. Alors maintenant, ça fait plus de 10 ans que je bosse là-dedans, donc je suis beaucoup plus à l'aise. Mais ça a été pour moi une sorte de un peu de désillusion de me dire que bah, suite, en fait, l'expérience que j'avais accumulée jusque-là, j'allais pas pouvoir la réinvestir dans la ville où on avait choisi d'habiter. Et Donc du ça, c'est coup, des choses tu vraiment t'en qui es se... aperçu avant ou est-ce que tu t'en es aperçu sur place? C'était quelque chose Non, je m'en auquel tu as suis dû aperçue faire. sur place. Je m'en suis D'accord. aperçue sur place. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans ma tête, moi, j'avais travaillé en amont pour préparer notre arrivée et Ouais, j'avais cette espèce d'illusion que je pourrais travailler pour un cabinet de conseil, mais en faisant des allers-retours entre l'Écosse et l'Allemagne. Donc ça, c'était d'accord. mon plan de départ. Ok. Sauf qu'en fait, voilà, après avoir eu deux enfants, j'étais enceinte du troisième et il s'avérait que c'était complètement un plan sur la comète de me dire que pendant ma grossesse, j'allais faire du Aberdeen-Düsseldorf 4 jours par semaine, enfin pour rentrer, pour un jour voir mes enfants. C'était absurde en fait. Et donc il y a une espèce de, même en anticipant en fait, avant de partir, moi je Oui, trouve que tu fais sur face à la place, réalité. tu fais face à la Tu ne connais réalité pas. que tu connais pas et qui est Ouais. dur à anticiper. Et Mhm. là, il faut avoir cette flexibilité de pouvoir se dire, OK, ça va pas marcher, on déprime pas, sur quoi je peux partir. Et tu Ouais, vois, ouais. moi, c'est un peu ça le truc qui a été très challengeant pour moi et je pense que c'est quelque chose que j'ai développé d'expatriation en d'expatriation, c'est accepter qu'en fait, là où tu vas arriver, bah, potentiellement, ça va pas être exactement comme tu t'étais dit dans ta tête en partant. Et il va falloir avoir cette capacité à se dire, OK, en fait, c'est pas le chemin A qui marche pour moi, je regarde, il y a peut-être un chemin B, il y a peut-être un C, il y a peut-être un D, c'est pas la fin du Ça. monde. La Je résilience, en fait. complètement. Accepter.
Peut-être Ah ouais. accueillir déjà toutes ces émotions et tous ces faits, et puis Ouais. prendre un peu de recul, et puis voir les options aussi, rester open, lâcher prise et rester open à tout ce qui peut te venir, parce que de, tu vois, j'ai l'impression que toi, tu es aussi, enfin, de par tes expériences, assez organisée. Euh, et après, on est tous différents, tous uniques. Et moi, j'aurais tendance à, OK, je laisse venir et je vais voir ce qui va se passer. Je laisse venir à moi, on va dire, les opportunités. Après, il faut les saisir et il faut passer à l'action, évidemment. Bien sûr. Bien Mais sûr. oui, j'ai envie de dire que en fonction de ta personnalité, il y a différentes façons de réagir ou d'anticiper les choses. Ouais. Mais ouais, on sera d'accord pour dire que la résilience et le lâcher prise, c'est un peu la clé quand même de Ouais. l'expatriation pour Parce bien la qu'en fait, vivre. il faut bien comprendre un truc. Je pense qu'il y a peu de situations, malheureusement encore aujourd'hui, où quand tu pars en expatriation, il y a vraiment un projet professionnel de couple qui est déjà là. C'est-à-dire qu'il y en a Oui, forcément que les un qui deux, va tu veux suivre dire. l'autre. Ouais, Voilà, exactement. Il y en a complètement. forcément qui va un, celui qui va suivre l'autre. Alors pour celui qui est porteur du projet, quelque part, moi j'ai envie de dire, c'est plutôt cool parce qu'en général, il y a le soutien de la boîte, il y a des facilités qui sont mises en place pour que la transition soit plus douce. Bien, Et ça, avec c'est des trop bien. Et agences de puis la famille, relocation, etc. Ouais, exactement. Puis la famille, du coup, en bénéficie, c'est génial. ouais, Mais il y en a toujours un des deux qui est le conjoint suiveur, en ouais, général. Sauf que c'est un couple d'entrepreneurs qui s'installe à deux, bref, ou que les deux personnes travaillent dans la même société, ça peut ouais. arriver. Mais en général, il y a souvent un conjoint suiveur. Et ce conjoint suiveur, c'est une position qui est compliquée. C'est une position qui est compliquée parce que même si derrière, il y a un alignement sur ce projet d'expatrier sa Oui, c'est famille, un commun accord et que tout le malgré monde est tout, partie prenante. il y a quand même un des deux qui va devoir faire sur sa carrière un choix qui n'est pas forcément des plus évidents ou des plus Oui, dans la il va droite ligne de ce qui va être s'était décidé. confronté à plus d'interrogations, en fait, plus Ouais, d'inconnus, voilà. Ouais, exactement. ouais. Après, évidemment, il y a des situations où bah, le boulot qu'on fait, on est digital nomade et en fait, peu importe l'endroit où on se trouve, à part quelques heures de décalage horaire, ça ne change à rien. Alors ça, c'est extraordinaire et parfois, Oui, ça arrive, c'est génial. Mais ouais. malheureusement, assez souvent, bah, quand on a un boulot quelque part, il y a un écosystème autour qu'on va perdre d'une façon ou d'une autre quand on bouge avec son conjoint. Et c'est pour ça que un élément qui, à mon sens, est vraiment important dans un projet d'expatriation, c'est de bien, au sein du couple, prendre en compte le fait que va y avoir besoin de peut-être investir un petit peu de temps, un petit peu d'écoute mutuelle dans le fait que ben, le conjoint suiveur, ben, Hmm. lui, quelque part, je vais pas dire qu'il s'agit d'un sacrifice, ok? Parce que je Non. pense pas, je suis assez positive et je pense pas que ce soit un sacrifice. Bah, Mais en il tout va y cas, faut avoir, s'assurer que ce soit pas vécu comme ça, parce qu'en effet, je pense que ça marche pas. malheureusement, ça arrive et ça crée tout de suite des frustrations. Et je te rejoins Clairement. que c'est vrai qu'au sein du couple, c'est hyper important de maintenir une communication fluide. Euh, alors, dans les faits, c'est très facile à dire. Après, celui qui bosse, bah, souvent, il doit s'investir énormément dans son nouveau job et donc, du coup, et probablement, il va aussi voyager parce que c'est vrai que quand on devient expatrié, très souvent, on est en charge enfin, les maris sont en charge d'une région et donc, du coup, ils sont amenés à beaucoup bouger. Donc, quelque part, quand c'est la femme qui a suivi son mari, elle se retrouve seule avec les enfants. Et Ouais. peut-être avec un manque de sens aussi pour elle, une fois que tout est un peu installé, et comme tu disais, une fois les étoiles du départ, tout brille, tout reprend sa normale et on va dire chacun a trouvé une routine, et ben la maman, la femme, elle se retrouve toute seule quelquefois avec un manque de sens. Ouais, Qu'est-ce que je fais ouais, là? c'est vrai, exactement. Et c'est pour ça qu'à mon sens, il y a un calendrier un peu à avoir en tête en fait quand on part en expatriation. Ouais, C'est-à-dire que il va falloir accepter. Après, voilà, moi personnellement, ça m'a jamais gêné, mais il va falloir accepter que une expatriation, ça va impliquer que globalement, dans mon expérience à moi, je me suis dit dans une moyenne d'à peu près 6 mois. Il va y avoir ouais, 6 mois je te rejoins on est complètement. dans un chamboulement des habitudes familiales, des habitudes de boulot, etc. Ouais, Euh, Moi, ça veut dire que, par exemple, à chaque fois que j'ai déménagé comme ça, alors il y a des fois j'ai démissionné, il y a des fois mon boulot a accepté que je continue dans le nouveau pays où je me trouvais, ça c'était chouette. Mais à chaque fois, moi j'ai dit que, bah voilà, de septembre à globalement septembre, octobre, novembre, de septembre à mars, bah, Mars, globalement je serai pas disponible parce que ma priorité ce serait mes enfants. oui, c'est Après, la peut-être famille. que je pourrais revenir plus tôt, mais globalement je savais que ça servait à rien
d'être partout en même temps. Et Ouais, j'acceptais de prendre ces 6 mois qui me semblaient importants pour... Voilà, c'est comme si en fait, tu avais l'atterrissage de tout le monde dans la famille et il c'est faut ça. s'assurer qu'il atterrit bien. Et Voilà, que si tout le on a monde ça en retrouve tête, ses marques, en fait. Ouais. exactement. Et si on a ça en tête, moi je trouve que c'est plus simple d'accepter le fait que pendant 6 mois, au sein de la famille, ben, on a ce rôle de Bah, de on va éviter support. les choses, on va catalyser les choses qu'il faut, on va s'assurer que les Ouais, enfants ils commencent à avoir un début de petite vie sociale sympathique, on va commencer ben voilà, à rencontrer du monde, etc. Et je ouais. pense que c'est un boulot à plein temps. C'est-à-dire que moi je ne l'ai Ah, pas pris comme complètement. bah, c'est relou en fait, mon mari arrive quelque part, c'est moi qui sable tout le boulot. Bah, en fait, moi, mon job pendant 6 mois, c'est de faire en sorte que la vie de famille se rétablisse. Et que Mais le chacun dire, soit heureux dans son quotidien. Ouais. exactement, et se sentent bien, avec bien sûr, bah, voilà, plein de transitions à gérer, etc. Je rebondis sur ce que tu viens de dire parce que après on va continuer. Mais c'est tellement important ce que tu viens de dire, c'est-à-dire tout le monde n'a pas ce mindset. C'est un mindset qui est hyper optimiste et qui est aussi quelque part, comment te dire, un peu capitaine du bateau. Tu vois, tu prends en main les choses, mais avec sans doute l'accord par une communication qui est fluide avec la famille. Mais voilà, tu acceptes de en fait, on ne se met pas vraiment en parenthèse, au Ah contraire. non, non, On non, pas prend du les tout. choses en main pour que tout se passe bien. C'est Non, et ça? ça, c'est important. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui se passe en expat, c'est que, et ça, c'est un détail pratique, mais moi qui m'a souvent euh, vraiment titillé, c'est le fait qu'en général, ben, en fait, c'est ton conjoint qui va avoir toutes les infos. C'est ton conjoint qui a les infos du visa, c'est ton conjoint qui a les infos du déménagement, etc. Et Oui, donc, tu peux vivre une expatriation de façon complètement passive en disant, bah non, c'est mon mari qui gère, bah non, c'est la boîte de mon mari qui gère. Et ouais. ça, c'est une position qui n'aide pas à l'installation dans le pays en question. Et moi, je trouve ça hyper important de se À dire que s'impliquer, tu veux dire? ouais, et de se dire en fait, ben moi aussi en fait, je peux contribuer de telle façon et qui est vraiment Complètement. un espèce de partage conscient des tâches qui se fait au sein du Complètement. couple, de Ouais. sorte que, alors moi je suis vraiment à la recherche d'une espèce de complémentarité, Amen. d'équité, je vais pas dire égalité, mais d'équité du partage des tâches comme ça dans un expatriation. Je trouve ça extrêmement important. Que le Par contre, projet, on est ouais, d'accord que ce partage des tâches, quand tu changes de pays, tu repars un peu à zéro parce que, par exemple, en France, je ne sais pas comment vous étiez ou en Allemagne, nous, avec mon mari, on avait tous les deux un boulot très prenant et en effet, on s'était dit, comment dire, partager les tâches déjà sans enfant. Donc ça ouais, change. ouais, ouais. Et quand tu repars avec un enfant, c'est différent. Mais j'ai envie de dire que la balance, comme tu dis, elle se recrée à chaque expatriation en fonction de la situation. Si tu suis ton mari ou si c'est ton mari qui te suit. Et, euh, et quelque part, le fait que le mari ait connaissance de toutes les informations, c'est vrai que ça empêche la maman, quelque part, de s'investir pleinement. Mais au final, elle s'investit par la suite et c'est là où tu recrées l'équilibre, quoi. Ah, complètement, complètement. Et tu vois, si je reprends mon calendrier, le partage des tâches, c'est pas quelque chose qui est immuable dans le temps. C'est-à-dire que tu peux très bien décider que pendant les 6 premiers mois, il y a effectivement une organisation qui va être testée, qui va être peut-être un petit peu, bah voilà quoi, Ajuster. test, ça va être un petit peu, bah il y a des trucs ça va foirer, il y a des trucs ça va Ouais. bien marcher. Et au bout de 6 mois, il y a une espèce de routine qui s'est mise en place. Et c'est à ce moment-là que peut-être, bah voilà, toi en tant que conjointe suiveur, tu vas dire, bah, en fait, maintenant, moi, je voudrais retourner sur le marché du travail, disons, je voudrais monter une structure, bref, je voudrais avoir un projet professionnel qui redémarre. Ouais, C'est à ouais. ce moment-là que pour moi, il est essentiel d'avoir une discussion à nouveau au niveau de la famille et au sein du couple pour dire, bah voilà, moi, j'étais en charge de ça, ça, ça pendant les 6 premiers mois. Maintenant, ce truc est en place. Je voudrais que ce soit toi qui prennes ça en route parce que moi, j'ai un dossier important à ouvrir qui est celui de mon boulot. Et tu vois, Alors, Sophie, moi, il y a cette, tu veux bien partager avec nous parce que ça sent le vécu, tout ça. Est-ce que tu peux partager concrètement avec nous? Je pense que quand tu partages ça, tu penses notamment à Hand in Hand avec Sophie que tu as créé. ouais, Je veux ouais, bien ouais. partager un peu justement Ouais, ce complètement. projet et Ouais. justement l'associer à ce que tu viens de dire, que l'équilibre, il faut le renouveler Ouais, complètement. Donc régulièrement. ça, c'est un bon projet. Donc moi, niveau pro, j'oscille sur 2 projets en parallèle. Enfin, nouveaux projets, mais on va parler de 2 projets là dans cette interview. Le premier projet, c'est que je suis depuis bien longtemps, je travaille dans une société de software qui s'appelle Sphera. Et je suis business analyst. Ça veut dire que je travaille auprès des clients pour les aider à mettre en place les outils on leur vend pour la gestion de risques opérationnels pour leur société. Et en parallèle, effectivement, à la naissance de mon 5e
4e enfant, je me suis formée pour devenir formatrice en parentalité. Donc, c'est du coaching parental qui suit un programme américain qui s'appelle le programme Hand in Hand, donc main dans la main. Et je suis effectivement très investie dans cette association. Donc, qu'est-ce qui s'est passé quand moi j'ai commencé cet investissement? Je travaillais pas parce que c'était au moment du Covid que mon 5e est né. Et donc, du coup, il m'était impossible de retourner bosser. Ça, c'était une donnée. Il y avait les enfants à la maison. Mon mari, lui, avait son boulot. Ouais. Qui lui imposait de bouger pas mal quand même, hein. Il allait dans Alors, pendant le Covid, il était flat, Oui, donc il n'y avait pas de voyage, ouais, donc ça, c'était chouette, mais il y avait une maison à faire tourner avec ouais. 4 enfants et un nouveau-né. Donc là, c'était impossible que je rebosse. Donc moi, j'ai dit clairement à mon employeur, bah, là, c'est pas possible. En revanche, il m'était impossible de me dire que j'allais pas faire quelque chose qui soit en dehors de la sphère familiale. Ouais. Pour moi, Pour c'était te pas possible. réaliser J'avais besoin de toi. respirer. Ouais, j'avais besoin de respirer, j'avais besoin de faire autre chose que d'allaiter, de m'occuper de mes enfants et de m'assurer de la logistique familiale avec les règles sanitaires et tout. J'avais besoin de ça. Et donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à mon mari s'il était OK que moi, je suive un certain nombre de formations qui étaient donc proposées par cette association, ce charity. Et ça impliquait évidemment que bah, pendant que je faisais la formation, je n'étais pas avec les enfants. Et Mhm. ça a été des petites bulles d'oxygène que je me suis octroyée. Donc, on s'est mis d'accord sur le fonctionnement de ce truc-là. Ça impliquait alors des heures de formation qui pouvaient avoir lieu très tard parce que c'était avec les États-Unis, donc en Ouais. Dubaï, entre Quel âge? Dubaï et la Californie, bref. Ouais. Ça pouvait être assez folklore, mais l'idée c'était que, tu vois, quand je parle de redistribuer les cartes, il y avait vraiment la carte développement personnel qui était important pour moi à ce moment-là, et Ouais. ça impliquait qu'il y ait des tâches familiales que je puisse moins assurer. Et donc, du Alors, coup, on avait rabattu les cartes pour que moi, je puisse avoir ces petites bulles d'oxygène pour avancer de mon côté. ouais. Alors, ça semble tout simple hein, quand tu dis ça comme ça, de trouver justement ta balance. Moi, ça me fait penser vraiment à la communication non violente dans le sens où j'imagine que vous avez dû énoncer vos besoins en fait. Enfin, déjà avoir un ressenti de la situation, énoncer vos besoins et après trouver quelque part un équilibre en respectant les besoins de chacun. Que Ouais, ce soit ton exactement. mari et aussi que ce soit les enfants, parce que j'imagine que tu les impliques dans ton organisation, tes enfants, Oui, Sophie. oui, ils étaient à fond. Voilà. Non, non, Ouais. évidemment. Donc ça, c'est pas quelque chose, mais c'est un élément important. C'est que, en fait, c'est vrai dans tout moment, mais je pense que dans une vie en expat, en plus, tu peux pas prendre des décisions unilatérales. Mm. Ça marche pas. C'est-à-dire que si tu fais ça, tu mets ton couple en danger, tu mets ta famille en danger. Donc, c'est-à-dire que tu peux pas avoir du jour au lendemain le conjoint qui annonce, ah ben en fait, changement de programme, je ne serai pas là 3 semaines par mois pendant un an. Ouais. Bah non, en fait, c'était pas le deal. Ça, Donc, ça c'est peut pas ça. marcher. Ouais. Ça peut être une famille. Donc ça, c'est vraiment des trucs, c'est pas possible. Chaque décision qui doit être prise, elle doit être prise En vraiment. clarté. À un moment donné, nous, pendant le Covid, il y a eu ce projet qui moi, m'a fait beaucoup angoisser. C'était un projet où potentiellement mon mari avait besoin d'aller s'installer en Inde. Ah En oui, Inde. tu Et m'avais parlé moi, de cette voilà, destination, je me souviens. exactement. Ouais. Donc, il a commencé à bosser dessus et la question qui était, c'était, mais Sophie, si moi je commence à avancer sur ce projet, on était en plein Covid, il va falloir potentiellement qu'un jour, on aille s'installer à Mumbai. Mhm, mhm. Mumbai, avec 5 enfants. Une aînée qui avait 13 ans. Enfin, c'était compliqué pour moi. Donc, je lui ai dit, écoute, commence ce projet. De toute façon, c'était le projet du moment, très bien. Mais D'accord. moi, j'ai toujours eu une attitude de lui dire, je sais pas. Je sais Ouais. pas si j'accepterai d'y aller. Et donc, ce qui fait Donc, que les changements qu'on a trouvés, tu t'es écouté, tu as ah, bah, pris je me le suis temps de vraiment te écoutée. poser, de partager tes Voilà, ressentis. exactement. Ça Et c'est pas je lui ai donné à vraiment. tout le monde non plus. Parce que Non, être et capable. ça implique, et c'est très dur, parce que ça implique de faire preuve de recul et d'une certaine assertivité pour oser dire, bah, tu sais quoi, en fait, on a voyagé comme des fous sans se poser de questions pendant 10 ans, bah, Ouais. peut-être que là, moi, cette destination, bah, j'y crois pas. Et Donc, il il faut faut. oser, quelque Ah, c'est part, gentil. oser partager son ressenti qui va à l'encontre potentiellement du ressenti ou du besoin de ton mari. C'est quelque Ouais. chose qui n'est pas non plus facile. Non, Et alors, j'ai surtout une pendant. question. Ouais. Techniquement, tu prends quoi? Tu prends une feuille, un crayon et puis vous vous posez. Et puis, si on avait un conseil à apporter justement aux familles qui se préparent à partir ou qui sont déjà arrivées à destination et qui doivent un peu se reconnecter quelque Ouais. part, Ouais. qu'est-ce que tu conseillerais? Qu'est-ce que tu Alors moi, préconiserais je vais donner un conseil que je suis très mauvaise pour appliquer, mais le peu de fois que je l'ai appliqué, c'était génial. C'est-à-dire que mon conseil, ce serait que jamais, au grand jamais, quand il y a ce genre de sujet très très lourd, d'accord, qui est
on part ou pas à Mumbai. Tu acceptes ou pas que je parte au hasard hein, en Irak avec un gilet pare-balles pendant une semaine entière alors qu'il y a des bombardements. Bref, toutes ces décisions-là, ne pas s'endormir le soir sans en avoir débriefé et sans être arrivé sur un simili de connexion avant de s'endormir. C'est vraiment tout bête, mais l'idée de se dire qu'en fait, le soir, avant de se coucher, on s'octroie un petit temps d'écoute mutuelle. Ouais. L'idée Alors, n'est pas forcément de tomber sur un accord. Alors moi, non, je non, suis très ouais. claire. Mais l'idée, c'est d'être capable, plutôt que de prendre un bouquin, plutôt que de prendre son téléphone pour regarder les news du Chacun jour, de son de dire côté, le soir, se on s'oblige reconnecter. à se prendre 5 minutes chacun. Je t'écoute Mhm. 5 minutes, tu m'écoutes 5 minutes. Et c'est une écoute, tu vois, moi je ne suis pas du tout très très calée en CNV, mais il s'agit vraiment dans cette écoute, moi c'est une écoute à la mode hand in hand que je connais davantage, mais Ouais. là c'est vraiment une écoute, pas dans le but de trouver une solution pour l'autre, mais dans le but que plus on écoutera la personne, et plus elle-même sera en mesure d'aller au fond de sa pensée et de faire le travail qu'elle a besoin, le travail émotionnel dont elle a besoin, Je te qui rejoins. n'aboutit pas forcément à une solution, mais qui Parce fait que, avancer. ouais, excuse-moi de te couper, mais quand tu dis d'aller au fond de sa pensée, c'est tellement important parce que quelquefois, on a l'impression d'énoncer notre besoin, mais quand on entend l'autre nous le répéter, on se rend compte que il va manquer des éléments ou qu'on n'a pas voulu dire ça. Et c'est tellement important, en effet, de préciser sa pensée, de prendre le temps de faire ça pour être quelque part sur la même longue. Enfin, ça ne veut pas dire être d'accord, mais au moins avoir en perspective la réalité de l'autre, quelque part. Exactement, Ouais. exactement. Et ça, c'est un truc voilà quoi. Et ce petit conseil, il y a des fois, c'est trop dur. C'est-à-dire qu'il y a certains soirs, mais tu peux pas. C'est-à-dire, il y a tellement de tension, il y a tellement les décisions sont tellement lourdes et impactantes qu'en Ouais. fait, tu peux pas. Et Mais du coup, le soir, ouais. pour moi, personnellement, je sais que moi, dans mon couple, on discute, OK, quand on se retrouve, mais on s'endort pas avec ça parce que sinon, en fait, on dort pas. Nous, c'est en tout Ah cas, oui, nous, c'est sinon comme tu ça, penses. sur les décisions importantes, on prend un temps, mais ouais, en début de soirée, quoi. Mais bon, c'est un détail. Mais pour moi, c'est cette idée de décharger et d'avoir le sentiment que l'autre a entendu. Et alors moi, j'ai un conjoint qui sait écouter. Voilà, bah, Et s'assurer, pas que le sentiment, s'assurer qu'il a entendu. ouais, ouais, c'est ça. Mais si Ouais, tu veux, c'est s'endormir avec le sentiment d'avoir été écouté, ouais. pour moi, c'est très important. Mhm. Et c'est quelque chose qu'on a beaucoup développé avec les enfants aussi. On n'est pas forcément d'accord avec les enfants, mais par contre, on est en empathie avec les problèmes qu'ils traversent et on est désolé pour ce qu'ils ressentent dans ce qu'ils traversent. Mais c'est pas pour autant que derrière, on va pas faire ci, on va pas faire ça parce qu'ils veulent pas. Mais il y a vraiment cette Surtout espèce à de... 5 enfants. Exactement. Mais il y a vraiment cette idée de se dire, bah ouais, je comprends, là, pour toi, c'est dur. Et en Ouais. fait, moi, j'ai un conjoint D'accueillir. qui a de façon assez innée, c'est qu'il arrive à ne pas forcément être d'accord avec moi, mais à être en empathie avec moi, les blocages que je peux avoir. Et ça, Ouais, c'est ouais. extrêmement, extrêmement important dans un couple, je trouve. Oui, parce que le fait de se sentir écouté et entendu, c'est déjà une bonne partie du chemin fait, parce que du coup, le terrain Complètement. est prêt pour le dialogue, en fait. Ouais, 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 exactement. Et tu vois, si on continue, je sais pas si ça peut Oui, intéresser oui, non, ça dans va tes encore. On a conjoints. encore 2 petites minutes et après, je veux passer à la prochaine question Ça sur roule. ton retour au pays. Le dernier élément dont je voulais parler, c'est que là, on parle de la discussion au sein du couple. Mais il faut bien dire un truc, c'est qu'il y a certains blocages. C'est pas juste en parlant en tête à tête avec son conjoint que les choses se régleront. Et il y a une chose importante à avoir en tête, c'est que euh, peut-être davantage encore en expatriation, il y a ce besoin de conserver de notre côté, et que le conjoint aussi conserve ça de son côté, un noyau de personnes qui sont des personnes proches et auprès de La qui mère du on couple. va pouvoir obtenir cette écoute également. Alors, encore une fois, je suis un peu tatillonne sur les mots, mais je parle d'écoute et pas de conseil, pas de jugement. Mais il s'agit Oui, vraiment d'avoir ça, des c'est oreilles autour tellement de nous. dur, non? De Oui, trouver des c'est bien gens dur, qui puissent évidemment. t'écouter, prendre le temps et ne pas Oui, poser de jugement sur ce que tu vas dire ou ne pas vouloir donner de conseils. C'est rare, oui. hein? C'est rare, mais pour moi, c'est vital. Tu vois, moi, j'en suis à ce Ouais. niveau-là, de dire, en fait, c'est absolument vital. Et ça peut être des gens qu'on connaît depuis longtemps, comme ça peut être, je sais pas, une maman sur qui on tombe, voilà, devant la grille de l'école, de la nouvelle école de ses enfants, et là, on se dit, non, mais elle a une super attitude avec ses gamins, je prendrais bien un café avec elle. C'est pas forcément sa meilleure amie. C'est une Ouais. personne on a eu cette intuition un petit peu que Oui. cette personne elle pourrait nous écouter sans forcément ramener son grain de sel et forcément nous dire tu devrais faire ça Ouais. avec ton mari. Ouais, Et ça, ouais. c'est important. Parce que, Et alors, je rebondis parce que tu es aussi coach parental et finalement, les coachs sont aussi là pour vous aider. C'est leur métier en fait, hein, exactement, de pouvoir exactement. accueillir.
écouter sans jugement, en prenant le temps. Voilà, c'est vraiment au cœur de l'intention. Ouais, ouais, complètement. Et moi, j'ai vraiment c'est ancré en moi parce que je l'ai vécu 1000 fois, de dire que une personne écoutée, mais écoutée pour de vrai, elle saura trouver en elle les ressources, elle mobilisera ce qu'il fera pour arriver à la solution qui marche pour elle. Alors, c'est Ah, mais je te rejoins tellement, Sophie, vraiment. c'est Ouais, la pensée de Carl Rogers, puissance 1000, et c'est là-dessus que se basent beaucoup des choses, des principes d'écoute qu'on a développés à Hand in Hand. Mais il y a d'accord. vraiment cette idée très forte que ça sert à rien d'aller dire à une personne, mais moi, ma belle-sœur, elle a fait ça. En fait, tout le monde s'en fout de la belle-sœur. Et la belle-sœur, elle avait un cas particulier. C'est chouette si elle a pris une décision qui a marché pour elle. Il n'y a rien qui garantit que c'est la même chose qui marchera pour une autre personne. Au Et contraire, là-dessus, on est tellement tous uniques que on a complètement. chacun notre carte du monde et on a vécu des choses différentes et on veut vivre des choses différentes et différemment. Tout à fait. Et, ouais, c'est intéressant ce que tu dis là parce que du coup, ça me fait rebondir. On a tendance, quand on part en expatriation, à se regrouper avec des gens de la même nationalité que nous ou pour essayer de retrouver un peu un home sweet home comme on peut. Enfin, moi, je dis ça, moi j'ai pas vécu comme ça, mais il y a beaucoup de gens qui cherchent à se recréer une communauté pour les rapprocher un peu de leur pays. Et j'ai envie de dire que moi je me suis rendu compte, c'est pas parce qu'on est de la même nationalité, et ça rejoint notre propos, qu'on va vouloir vivre les mêmes choses que les autres de notre même nationalité et qu'on a la même histoire ou en Ouais. tout cas les mêmes expériences que les autres. Et c'est Ouais, ça ouais. vraiment Donc, complètement. qui... Complètement. Donc ça, faut faire attention parce que effectivement, je pense que, tu vois, là, je vais parler de façon très générale, mais c'est un truc que je répète en permanence aux parents que j'accueille dans mes programmes. Je leur dis, un enfant, et c'est vrai pour un adulte aussi, il a besoin de deux éléments pour être vraiment bien dans ses baskets. Il a besoin de se sentir en connexion avec les autres, il a besoin de se sentir en sécurité. Et c'est pour ça qu'en fait, on a ce désir, quand on est en expat, de retrouver la famille avec potentiellement les enfants du même âge ou les deux, trois familles qui vont être un peu des points d'ancrage pour nous. Et ça, c'est humain et c'est normal. Donc, Ouais. il y a pas non plus à voilà, moi je vais pas non plus mettre un espèce de flag rouge sur les gens qui passent leur vie en expat avec les gens comme eux. C'est normal, c'est humain et on a Oui, besoin de cette sécurité. c'est leur Malgré tout, besoin. C'est comme ça que eux malgré tout, retrouvent leur sécurité. tout à fait. Par exemple, je prends mes enfants. Mes enfants, ils ont tout le temps vécu à l'étranger. Ils sont nés à l'étranger. Ils ont changé de pays plusieurs fois. Leur sécurité, c'est de retrouver justement des gens de nationalités différentes. Et par contre, leur point d'ancrage, c'est l'école, l'école internationale. Et ça, on s'est mis un point ouais, d'honneur à respecter ça et à leur conserver ça dans tous nos déménagements pour justement assurer cette sécurité. Ouais. Mais carrément. Donc du coup, ouais, il y a vraiment, pour moi, c'était de dire que une fois qu'on a ce sentiment de sécurité, qu'on a cette espèce de connexion qui est en place, ne pas oublier que derrière, l'épanouissement personnel, il viendra pas forcément par le copier-coller de ce que font les familles un peu comme nous autour de nous dans notre communauté d'expatriation. Ça, c'est vraiment des choses qui peuvent, encore une fois, tu vois, moi, je suis un peu en train de te lister les choses qui peuvent faire foirer une expatriation, mais ça Ouais. peut être vraiment un truc qui peut faire foirer une expatriation. Moi, combien de fois j'ai entendu des mamans me dire, bah, en fait, j'en peux plus d'aller dans des cafés ou de mamans qui bossent pas parce qu'en fait, Ouais. elles ont bah, apparemment, c'était pas la peine qu'on bosse, on a toutes pris des nannies, on a machin, mais on sent qu'il y a un truc qui marche pas. Je suis là, mais en fait, tu es libre de faire comme tu le sens. Donc, Ouais. utilise cette liberté. Et Ça vraiment, résonne tellement. Mais, et là, je trouve que ça rejoint vraiment, moi, mon thème central, c'est-à-dire qu'il faut que, enfin, il faut, c'est encore une injonction, mais c'est important de toujours se reconnecter à soi-même, s'écouter, parce que personne d'autre mieux que toi sait ce qui est bon pour toi, n'est-ce pas? Et ah, c'est vrai que quand on est complètement déraciné de ses habitudes, de ses routines, etc., on va se raccrocher à des gens avec qui on s'entend bien, mais il faut tout le temps, comment dire, prendre du temps pour soi, seul. Le lien est très important, comme tu le disais. Parce que tout seul, enfin, on est humain et les êtres humains sont faits pour vivre avec les autres, au contact des autres, n'est-ce pas? Mais ouais, le fait de rester ancré et de se recentrer et de pouvoir accueillir ses émotions, quelque part les analyser et voir ce qui résonne en nous, en fait. C'est ça, il faut que ça résonne en nous. Et comme ça, là, on est sûr d'aller vers le ouais. bon chemin, en fait. Mais Et donc, ouais, merci Sophie. je terminerai là-dessus avant de pouvoir te permettre de passer à la prochaine question. Ouais,
Il y a un truc important à avoir en tête, c'est que ce travail dont tu parles, il ne va pas pouvoir forcément se faire dans un environnement familier. Qu'est-ce que j'entends par là? Toi, moi, j'ai lancé à Dubaï, j'avais repris une initiative extraordinaire qui s'appelait Bulle de maman. Oui, tout à Dans fait. ces rencontres Bulle de maman, c'est des rencontres mensuelles dans lesquelles il y avait une dizaine de mamans qui se retrouvaient. On invitait ou pas d'ailleurs un expert pour venir Mhm. parler d'une thématique. Et moi, ce qui m'importait dans ces rencontres, c'est pas tant le fait d'avoir un expert qui pouvait répondre aux questions des mamans, pardon, mais plutôt d'avoir un temps d'échange à la fin où les mamans, on leur donnait 25 minutes pendant lesquelles elles pouvaient littéralement vider leur sac. Ouais. Euh, Par rapport à effectivement la Une problématique qu'on problématique, est, vous pouvez partir tout à sur ce fait. qu'elle voulait. Ouais. Ces mamans, généralement, sauf exception, ne se connaissaient pas. Ça veut dire que la profondeur des échanges, moi j'ai toujours remarqué, ça m'a toujours frappé, elle était toujours plus importante que quand tu réunissais 10 copines de Dubaï qui Ouais. allaient parler de sujets quelquefois relativement superficiels. Donc ça, c'est un truc Je te important à avoir, rejoins. de se Je dire, te- mais n'ayez pas peur Ah, d'aller dans ces cercles-là, de mamans, de parents d'expats, d'entrepreneurs, peu importe ce que vous voulez, même si vous connaissez d'aller voir personne. des gens que vous ne connaissez pas, qu'il y a Ouais. de grandes chances qu'en discutant avec eux, vous ayez une espèce de liberté pour décharger les émotions et pour avoir des nouvelles idées, de voir les choses autrement que vous n'auriez pas en restant dans un cercle plus familier. Que vous connaissez, où les gens vous connaissent, où vous avez potentiellement peur d'être jugé, ou ouais, Ouais. complètement. Ouais, merci, c'est un super conseil ça, Sophie. Merci beaucoup, c'est top. Alors, si on passe à la deuxième question qui est, bah voilà, maintenant ça fait un certain nombre d'années que vous êtes à Dubaï et vous avez pris la décision de repartir en France, donc votre pays d'origine. Est-ce que tu Ouais. peux nous dire un petit peu ce qui a, comment dire, motivé votre décision? Et puis, bah, toi, alors c'est quelque chose que tu es en train de préparer, que vous allez vivre prochainement. Et quelles seraient tes recommandations, tes tuyaux pour faire en sorte que tout se passe au mieux, en fait? Alors oui, effectivement. Donc après 5 ans à Dubaï, nous on a décidé que il était temps de passer à la suite. Et la suite, on a décidé qu'elle serait française. Il y a beaucoup, beaucoup d'éléments qui ont motivé cette décision. Il y a un des éléments principaux qui a été le fait que ma fille est née à 13 ans. Et généralement, une expatriation chez nous, ça dure autour de 4 5 ans. Et on s'est dit, mais zut, en fait, elle va avoir 18 ans, elle va passer son bac et Pourquoi potentiellement, 4-5 ans? bah, Pourquoi quatre pardon? cinq ans? C'est votre choix, C'est le 4-5 temps ans? moyen. C'est le temps moyen en général. Tu vois, En depuis général, notre d'accord, ok. décision, c'était à peu près Vas-y. ça. Ok, En fonction des missions qu'on peut avoir, c'est à peu près le d'accord. temps moyen. Et Ok. donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est dit, ben, zut, alors elle va avoir 18 19 ans, elle aura fini ses études, et en fait, elle, personnellement, elle n'aura pas un espèce de réseau, que ce soit familial, amical, établi en dehors de sa famille proche. Donc, elle a effectivement ses amis à Dubaï, Oui. qui font une communauté extraordinaire. Là, j'ai absolument rien contre, mais ça Ouais. reste une communauté d'expats qui bouge pas mal aussi. Et Oui, je me ça suis c'est aussi quelque chose d'important à souligner, Sophie, qu'en effet, les enfants perdent au fur et à mesure des années bah, leurs amis les plus proches. Enfin, mon fils, moi, en 5 ans d'affilée, il avait perdu, à chaque fois, ils se refont des amis, et c'est vrai que ça, c'est quelque... Alors, ça leur apprend aussi, hein, oui, bien sûr. que la vie change et que tout est en mouvement et que donc c'est un éternel recommencement et que c'est pas parce qu'un ami part qu'on le quitte et qu'on le Oui, reverra jamais et qu'on garde pas le oui, contact. Mais c'est vrai que moi, à la fin, mon fils, il me dit, mais maman, quand est-ce qu'on part? C'est quand notre tour, en fait. oui, tout Donc, à fait. je te rejoins là-dessus. Ouais. Donc là-dessus, et moi j'ai eu, en fait ça fait peut-être 3 4 ans qu'avec mon mari, on a cette réflexion de, ok, donc nous on est extrêmement enthousiastes à l'idée de partir, de découvrir de nouvelles cultures, etc. Mais maman s'est dit, mais attends, maintenant on se met à la place de nos enfants. Nous, pourquoi on aime autant découvrir des nouvelles choses, avoir cette envie d'exotisme et autres? C'est aussi par le fait que nous, enfants, on a eu des enfances qui étaient extrêmement ancrées. Saisonnière? Et Oui. on a derrière nous, mais des réseaux de familles, d'amis d'enfance, d'amis de prépa, d'amis d'école qui sont hyper denses. Et donc, on a cette espèce de richesse quelque part qui fait Mhm. qu'en fait, on se sent tellement ancré que aller jouer le petit oiseau qui va se balader 5 ans dans un pays, 5 ans dans l'autre, pour nous, c'est Ouais. hyper facile. Et Ouais. je me suis dit, mais en fait, nos enfants, ben, ok, ils font les petits oisillons avec les parents petits oiseaux, mais eux, globalement, ils n'ont pas cet ancrage. Et je me D'accord. suis dit, en fait, est-ce qu'on loupe pas quelque chose pour eux? Et ça, c'est vraiment une réflexion qui m'a beaucoup bouleversée. J'ai pas mal écouté de conférences sur ce qu'on appelle les enfants de la troisième culture. Oui. Et ça m'a frappé de me dire, mais en fait, un enfant, il a quand même malgré tout besoin d'un certain enracinement. Mhm. euh, qu'on peut donner par mille façons. Mais Ouais. là, on en était, nous, dans notre cheminement et dans notre vie, etc., avec mon mari, on s'est dit, mais en fait, peut-être qu'il est temps pour nos enfants
d'avoir ce petit stop en Europe pendant voilà, un certain nombre d'années, Ah, pendant lequel ils vont pouvoir se reconnecter avec des cousins qui finalement qu'ils ne voient qu'une fois par an pendant les grandes ouais, vacances, tout à fait, se ouais. reconnecter avec leurs oncles, leurs tantes, leurs grands-parents, se reconnecter avec peut-être des groupes d'amis qu'on ne connaît pas encore et qu'on va Ouais, découvrir à l'endroit où on va se ouais, poser, de façon à ce que ce groupe soit quelque chose de comme un point d'ancrage pour eux dans leur vie. Et puis ah, après, ils ne vont papillonner à droite, à gauche comme leurs parents s'ils veulent, ouais, ils mais pourront ils sauront repartir. qu'il y a toujours un noyau qui est là, qui est disponible pour eux et pour lequel ils sont disponibles aussi. Et Et nous, alors, ça me semblait hyper important. ma question, les enfants, ils en disent quoi? Alors, nous, on a des enfants qui sont très dubaïotes dans leur mentalité. C'est-à-dire, c'est un peu Ouais, ce que tu décrivais. Ils ont vu tellement de familles arriver et partir que ouais. eux, au bout d'un moment, ils nous ont dit, ils ont posé avec d'eux-mêmes la question, mais maman, quand est-ce que nous, on part? Ah, Donc, tous, ils sont tous. à Dubaï, je pense qu'il y a quand même cette culture, il y a un tel turnover quelque part que les Hmm, enfants ne sont pas étonnés de la décision un jour des parents de qui est, partir. OK, maintenant, on part. Ouais, Euh, ouais, Par contre, si tu veux, quand on était en Écosse, où on était beaucoup, on vivait dans un milieu beaucoup plus écossais, ouais. beaucoup moins expat, et du Uhum. coup, le jour où il a fallu partir, les enfants n'ont pas compris. Et C'est on a ça, eu une transition très, très dure. très C'est-à-dire que le difficile. milieu dans lequel tu te trouves va favoriser ou pas pour les enfants Complètement. appétit de Ouais. partir ou de rester. Moi, je vois ma fille, quand on a quitté Dubaï, elle était très. Elle avait toutes ses copines à Dubaï. Et pour le coup, c'était plus des. Alors, pas des locales, mais enfin des gens qui étaient amenés à Et rester rester. là-bas. Et c'est vrai que ça a été plus compliqué pour elle d'accepter de partir, de changer de pays, en fait. Exactement. Et Ça ça, lui a c'est demandé plus de temps. c'est un point qui est important. Et moi, si tu veux, je sais pas combien de temps on va rester en France, je peux pas te dire. Mais ce qui est sûr, c'est que un point qui sera très important pour moi pour ou pas prendre une décision de rebouger derrière Ouais, sera, OK, mes enfants sont, alors voilà, aujourd'hui, ils ont entre 3 et 13 ans. Donc, imaginons que dans 5 ans, on est plutôt sur du 8-18 ans, et ouais, ben, une des questions fondamentales que je me poserais pour savoir si oui ou non ça fait sens de partir, c'est, OK, en termes d'enracinement pour eux, est-ce que c'est nécessaire de rester quelques années encore, ou bien je les sens suffisamment ancrés en France, au ouais. sein de la réseau familial, amical, pour Uhum. qu'on s'autorise à repartir. Et pour moi, ce serait un élément extrêmement important. Ouais. Ok. Ok. Sachant que j'imagine que on a chacun nos. Comment dire, basé sur notre expérience, tu vois, on a chacun des aspérités différentes et euh, quelque part, alors tu vois, si je comprends bien, toi, tu as envie de donner la chance à tes enfants de vivre un peu ce que vous avez vécu, cet enracinement en France avec vos amis, votre famille. Et moi, tu vois, c'est marrant parce que nous, avec mon mari, là-dessus, on est raccord. Euh, moi, j'adore la France et je suis prête à y retourner, mais quelque part, j'avais cette envie vraiment de vivre à l'étranger. Et, et l'ancrage pour nous, il va se trouver, euh, je sais pas comment te dire en fait, mais plus dans l'apprentissage de retrouver son ancrage où que tu sois. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, tout ça. Et ça fait partie aussi de mon programme, c'est-à-dire de pouvoir apprendre comment retrouver ta paix intérieure, ta joie intérieure et ton énergie, où que tu sois dans le monde et quoi qu'il se passe autour de toi. Ouais. Et quelque part, c'est un peu ce que nous, on essaye d'insuffler aussi à nos enfants. Mais voilà, donc tout ça pour te dire que ce que tu partages, ça résonne beaucoup en moi. Et en même temps, nous, on l'a voulu différemment pour nos enfants. Et donc, on est, encore une fois, tous uniques. Et donc, on a chacun notre façon de faire. Mais c'est toujours tellement intéressant, Sophie, de t'écouter et d'entendre votre expérience, en fait. Ouais, c'est Et ce qui est très... amusant, tu vois, c'est que ce que je te dis aujourd'hui, je te l'aurais peut-être pas dit il y a 3-4 ans. C'est-à-dire D'accord. que moi, j'évolue avec ce que je ressens, ce que j'apprends, Ouais. ce que je découvre. Et si tu veux, voilà, il y a des gens, c'est marrant parce que je pense qu'ils regardent notre histoire, l'histoire de notre famille d'expatriation, et ils se disent, mais évidemment, ils allaient faire ça. Ben non, en fait. Ah ouais. Moi, j'avais jamais prévu, j'aurais 5 enfants, j'aurais jamais prévu que j'accoucherais à l'étranger, j'aurais jamais prévu que le boulot serait aussi important pour moi et que je continuerais. J'avais jamais prévu de devenir coach en parentalité. Donc, l'histoire n'est pas écrite d'avance. C'est ça que j'essaye de dire. Et que moi, la façon dont je fonctionne, c'est que j'ai pas un espèce Ouais, d'une de ligne droite schéma qui est tracée. déjà là, Ouais, le que je chemin, il fait dis, comme ça, quoi. mais pas du tout, exactement. Tu Et on accueilles les s'autorise cadeaux cette de la liberté. vie et...
Ouais, complètement. Moi, je m'autorise cette liberté de décision de me dire, bah là, je le sens pas. Là, il y a un blocage. Là, je sens une fragilité chez un de mes enfants. Je sens qu'il est temps de faire ça pour lui. Et pour moi, dans toutes les décisions qui dictent nos choix familiaux, je me rends compte vraiment très clairement, je place nos enfants, mais au premier plan. C'est-à-dire que, C'est ce et que ça, j'allais voilà, dire. ouais, c'est vraiment une décision personnelle. Ouais. Mais c'est vrai qu'avant ma décision professionnelle, il y aura le bien-être de mes enfants. Alors Et pour moi, justement, c'est la chose. comme on arrive un peu à la fin, tes enfants sont vraiment, on le sent, tu es connecté à tes enfants, tes enfants tu les considères comme une personne à part entière. Et quelque part, est-ce que tu veux bien nous échanger un petit peu sur ton rôle justement dans Hand in Hand? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu apportes aux parents? Et puis j'aimerais beaucoup que tu nous parles de ton livre. Alors c'était pas prévu comme ça, mais ça me tient à cœur vraiment que Ouais, tu et puisses ben nous avec parler de ton joie. livre. Ouais. Je vois. Donc, grosso modo, l'approche Haninen, c'est une approche qui est fondée sur la théorie de l'attachement. Donc, quand on parle d'attachement, on parle de ce lien complètement unique qui se lie entre généralement donc l'enfant et l'adulte principal qui s'en occupe, à savoir la maman. Ouais. Et en fait, l'idée, et le papa aussi également, et l'idée va être de s'assurer que ce lien est nourri et grandit en permanence. Et nous, on a remarqué, donc cette association, elle existe depuis une trentaine d'années, on a remarqué que les difficultés parentales qu'on peut rencontrer au niveau de comportements compliqués de nos enfants, au niveau de burn-out parentaux, donc liés vraiment à des problèmes, tu vois, de relations parents-enfants, Ouais. étaient vraiment saillants dans les situations où ce lien n'avait pas été cultivé. Donc moi, mon rôle en tant que formatrice à Nénen, c'est d'enseigner à des parents. Donc tu vois, je me présente comme coach parce que les gens, c'est un mot sur lequel Oui, ça leur ils parle. mettent certaines valeurs, mais Ouais. moi, je me présente davantage comme formatrice. Et moi, mon but, c'est d'enseigner à des parents les outils de cette approche de façon à ce qu'au quotidien, ils soient en mesure de nourrir cette connexion avec les enfants. Alors, Et quand tu c'est dis enseigner, tu sais, bon, en ce moment, il y a beaucoup de plateformes où tu peux trouver des vidéos, etc. Mais tu aides les parents à vraiment changer les systèmes qu'ils ont mis en place au sein de la communication de leur famille pour quelque part changer ces systèmes pour appliquer tes méthodes, n'est-ce pas? Donc, c'est un accompagnement quand même. ouais, Tu c'est les des incites accompagnements. en En fait fait, à si tu veux, appliquer ça. ouais, ouais. Si tu Ouais. veux, moi, les parents, donc moi, dans la ligne droite de l'association, je produis énormément de contenu gratuit. Donc, voilà, je C'est travaille top, j'adore vraiment. Sophie, ton podcast, il est canon. J'ai un Euh, podcast, effectivement, un podcast qui ouais. s'appelle Mylène Parenting avec Sophie. Et ce podcast, en général, je prends une question de maman que j'ai eue pendant la semaine. Parfois, c'est des messages vocaux que je reçois de mamans qui me disent, mais là, Sophie, je sais plus quoi faire. Et je réponds à cette maman et ça fait un podcast de 15 minutes à écouter en voiture, c'est facile. J'écris des articles aussi. Bref, il y a beaucoup, beaucoup de contenu qui est gratuit. Le but de la SOS, c'est vraiment de faire connaître ces outils et de soutenir les parents. Et pour les parents qui veulent aller plus loin, moi, je propose effectivement ce programme qui s'appelle la Starter Class. Et là, pour le coup, c'est des parents. Donc, je suis en train d'en finir un avec une cohorte de 6 parents. C'est des parents qui, pendant en général 6 semaines, on se Uh-huh. retrouve toutes les semaines. Et moi, je fais que des accompagnements de groupe. Et pendant 6 semaines, ce qui va se passer, c'est que je vais reprendre un peu à zéro, en fait, chacun des outils de la prochaine année. Donc, on a 5 outils. L'idée, Ok. c'est chaque semaine, Uh-huh. j'enseigne aux parents un nouvel outil, puis un nouveau concept aussi pour mieux comprendre voilà, comment fonctionne le cerveau des enfants, comment fonctionnent Ouais. les émotions des enfants. Et à Uh-huh. l'aune de tout ça, je dis aux parents, OK, vous avez une semaine. Pendant une semaine, vous testez cet outil avec les enfants. Et quand Uh-huh. vous venez, vous me dites, qu'est-ce qui a changé dans la relation avec votre enfant? Comment vous vous êtes senti? Etc. Et en fait, en marge de ces outils qu'on enseigne, il y a un outil qu'on expérimente en permanence durant le programme avec les parents, c'est ce qu'on appelle le partenariat d'écoute. Et partenariat d'écoute, tu vois, on en revient à l'écoute dont on parlait au tout début, Ouais. c'est cette espèce d'écoute qu'on fait avec un autre parent pendant lequel on va dire, OK, pendant 10 minutes, je t'écoute, pendant 10 minutes, tu m'écoutes. Donc, c'est Et deux parents qui sont ouais, partenaires, qui sont c'est un binômes binôme, en fait et qui s'écoutent c'est un binôme. mutuellement. C'est un D'accord. binôme qui s'écoute mutuellement avec, dans cette écoute, un certain nombre de règles qu'on met en place pour éviter les problèmes de jugement, les conseils non sollicités, Oui, une espèce de charte de confidentialité à laquelle on s'engage. Et l'idée, d'accord. c'est vraiment d'établir une relation de confiance, pardon, pour que, Oui. par exemple, on ose au bout d'un moment dire non, mais je pète un câble avec mon gamin, j'ai envie de l'étrangler, et être Ouais. capable Être de dire des choses authentique comme ça. et transparent parce que c'est comme ça qu'on peut s'entraider en fait. Ouais, Ouais. exactement. Et l'idée, c'est qu'en fait, on aide les parents à oser,
se décharger émotionnellement. Tu vois, tu m'entends peut-être beaucoup parler de ce terme, mais Ouais, se ouais. décharger émotionnellement pour derrière faire un peu de place dans le cerveau pour qu'après, hop, de retour à la maison, la flexibilité soit là, la disponibilité soit là et qu'on voit ses enfants sous un bien meilleur jour que ce qui était le cas 2 heures Marrant. avant. Ce que tu fais avec tes gestes et tout, ça me fait penser à l'ostéopathe quelque part, tu vois, de débloquer les choses, de Ostéopathe de lâcher. l'âme. Ouais, ouais. Très chouette. Et alors ton livre, raconte-nous, en Ouais, et deux donc, mots, du coup, raconte-nous rapidement ouais, je ton vais livre. raconter ça parce que pour moi, il est important. Donc, moi, quand j'ai découvert cette approche, donc, il faut savoir, cette approche, je n'en avais jamais entendu parler il y a encore 4 ans de ça. Elle n'était pas du tout connue en France, pas du tout médiatisée. Et il s'avère que, je me rappelle très bien, c'était 3 semaines avant la naissance de mon petit dernier. J'étais là à me dire, non, mais il n'y a pas moyen que je refasse les mêmes erreurs qu'avec les autres. Il doit y avoir quelque part des gens qui ont réfléchi à cette question. J'en ai marre des tempêtes émotionnelles, j'en ai marre des colères, j'en ai marre de ma réaction. Qu'est-ce que je peux faire? Et je me mets à taper, voilà, des recherches sur Facebook, etc. Et en fait, à un moment, je commence à recevoir les posts comme ça de Hand in Hand Parenting. Je n'en avais jamais entendu parler. Et il y a 2, 3 posts de citations, j'étais là-bas. Ah oui, en fait, c'est ça. Et ça me paraissait mais absolument évident. C'était des posts d'une certaine Patty Whitford. Et il D'accord. s'avère que je clique sur le post, de fil en aiguille, j'arrive sur le site internet où il y a mais, des centaines d'articles gratuits. Et du coup, je tape bah, voilà, la problématique rivalité frère-sœur, problème de sommeil, bref, les Et j'ai trucs trouvé classiques. toutes Et à chaque fois, tes les réponses. articles, mais j'étais là, mais évidemment que c'est ça. Magique. Pas dire. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai découvert qu'il y avait un livre qui existait, qui était un D'accord. livre qui recensait d'une part l'approche, qui résumait l'approche, mais également il y avait des dizaines de formatrices qui avaient partagé dans ce livre les anecdotes par D'accord. lesquelles elles démontraient la façon qu'elles avaient utilisé les outils d'écoute. Oui, ça parle beaucoup plus quand on a des exemples très concrets, en fait. Et Ouais, c'est mon gamin qui voulait pas aller à la nurserie, comment j'ai géré. ouais. Mon fils voulait absolument arrêter le baseball alors que c'était sa passion, comment j'ai géré l'histoire. C'est des problématiques qui sont mais complètement universelles. Donc je me suis fait livrer le bouquin, il a mis 2 semaines et demie à arriver. C'était long, c'était long. J'ai détesté le fait d'habiter à Douai à ce moment-là, mais je reçois le bouquin. Je l'ai lu en mes 36 heures chrono et j'ai Ouais. dit à Romain, j'ai mis le bouquin, je me rappelle d'avoir Il y mis a eu le un bouquin déclic. sur mon lit et j'ai dit à Romain, pourquoi je lis ce bouquin 13 ans après être devenue maman? C'est Ah. impossible. Et C'est jamais j'étais trop tard, n'est-ce pas? exactement. Et les bouquins de parentalité, j'en avais lu beaucoup, si tu veux. Moi, discipline positive, c'était mon credo jusque-là, Ouais. mais ça ne satisfaisait pas complètement. Filiosa, j'avais lu beaucoup de livres d'elle, il y avait plein de choses qui m'avaient parlé, mais malgré tout, j'arrivais pas à trouver un truc global qui fonctionne, quoi. Et Ouais. ce truc-là, je suis là, mais c'est ouf ce bouquin. Et en fait, ce livre, quand j'ai commencé à me rapprocher de l'association, j'ai suivi une première formation, une starter class moi-même en tant que étudiante. Ouais. Euh, j'ai adoré. Et à la fin de cette starter class, il y a la formatrice d'ailleurs française qui m'a dit, bah, en fait, Sophie, si tu veux, en fait, il y a le programme de Ouais. certification pour être Ouais. formateur qui commence en septembre prochain. Si ça t'intéresse, tu peux postuler. Et là, moi, je me suis dit, bon, on était en plein Covid, hein. Et là, je me suis dit, mais en fait, je vais pas bosser pendant un an. Ouais. Je sens que ça, avec les enfants, Ça c'est pas t'appelle. j'ai besoin d'approfondir. Et là, j'ai dit à Romain, OK, c'est un investissement parce que ça coûte cher, hein, des formations. Il y a Ouais. énormément d'heures de mentoring, de coaching, etc. Je lui Ouais. dis, je pense que j'en ferai pas grand-chose. Tu vois, à l'époque, encore une fois, je suis aujourd'hui. Mais j'ai Ouais. besoin de ça. C'est une forme de coaching que je m'offre. C'est une sorte de psychothérapie que je m'offre Pour parce la que famille aussi, quelque part. ah oui, exactement. Ouais, ça Et sert à tout le on monde. s'est mis d'accord, donc ça a été accepté. Et je me suis dit, ben moi, le jour où je suis formatrice, le premier projet que je peux faire, c'est faire en sorte que ce livre il soit disponible pour les parents en France et en français. Et ça a été Excellent. mon cheval de bataille. Et ça a été un projet de 2 ans pendant lequel on a dû donc vendre les droits de traduction en France, trouver une maison d'édition et surtout travailler d'arrache-pied avec Sur la une traduction. traductrice Ouais. qui arrive à comprendre en fait Les toute nuances. les nuances et Ouais. la richesse de la pensée Hernani, si tu veux. Ah ouais, Et ouais, elle est tombée sur une femme extraordinaire qui s'appelle Elisabeth Crouzet, qui est magique, ouais. qui était Excellent. avec une écoute extraordinaire, une sensibilité, c'est exactement ce dont on avait besoin. Et le bouquin, quand il est Tout sorti, alors moi, s'aligne, hein. C'est incroyable. c'est Hein? génial. Et si tu veux, c'était exactement ce qu'on voulait. Et quand les parents le Super. lisent, moi, je leur demande maintenant leur feedback. Tu vois, il est sorti le 1er Ouais. mars. Ouais. Je leur demande le feedback et le retour que j'ai, c'est à chaque fois, mais c'est hyper fluide, ça fait Ah, sens, waouh. je me reconnais dedans. Et pour moi, mais c'est magique, quoi. Donc, tu vois, j'ai été à Lille il y a genre une semaine. Ouais. Et évidemment, je vais sur la grande place de Lille, je vais au Furet du Nord, la librairie du Nord, et Ouais. j'ai vu pour la première fois ce livre en rayonnage.
Waouh, bravo, bravo Sophie, et Ouais, il était, merci au voilà. nom de toutes les mamans d'avoir françaises ou francophones, d'avoir suivi et porté ce projet avec autant de passion, quoi. On Ah sent ouais, que non, tu es c'était transportée en trop fait par important, ce je que trouve. tu fais. Ouais, Ouais, c'était c'est un chouette top. projet. Bah écoute, Ouais, ouais. alors je te laisse le mot de la fin, toujours en pensant aux gens qui nous écoutent. Euh, je sais pas, trois petits conseils. Mes trois petits conseils. Alors, premier conseil, c'est un conseil par rapport à votre conjoint. Ce projet d'expatriation, c'est un projet qui se construit à deux et c'est un projet qui se construit bien avant de partir. Ça, c'est la première chose à avoir en tête. Je pense que c'est, je leur dirai jamais assez. Considérez pas que parce que vous êtes conjoint suiveur, les choses s'arrangeront pas toutes seules. Au contraire, le conjoint suiveur, c'est peut-être lui pour lequel les choses sont les plus compliquées parce que le chemin n'est pas tout tracé. Ouais, Ça, c'est la première chose. Le deuxième conseil, c'est par rapport à vos enfants. C'est pas parce qu'on dit que les enfants sont résilients qu'il va pas y avoir des périodes de transition qui vont être compliquées. mm. Les enfants, Des ils n'ont pas colères, besoin d'être ouais. confrontés aux difficultés, etc. Ils n'en ont pas besoin. Donc, tout ce que vous pouvez faire, éviter, tout ce que vous pouvez aplanir pour que ça soit simple pour eux, faites-le. Parce que Concrètement, derrière, tu penses à quoi? pardon, Tu peux nous partager un exemple très concret juste sur ça? euh, ouais, un exemple tout simple. Imaginez, vous avez l'option, en arrivant dans un pays, soit vous pouvez reprendre le boulot dans 2 mois, soit vous pouvez reprendre le boulot dans 4 mois. Ok, Faites-le dans 4 mois si vous sentez que votre enfant y a un besoin. d'accord. Tu vois, Mhm. ces 2 mois, pour vous, c'est pas grand-chose à l'échelle d'une carrière. Pour un enfant, se dire que, en fait, les premiers mois, c'est sa maman ou son papa qui va venir le chercher à l'école, qui va pouvoir passer du temps à débriefer de la journée, à aller aux réunions de parents-prof et tout, mais c'est tellement important à son échelle à lui. Donc ça, c'est un deuxième conseil important. Puis le troisième Info. conseil pour vous, et c'est probablement le plus important, c'est en expat, et comme partout ailleurs dans la vie, vous méritez du soutien. Et ça, Mhm. on a tendance à ne pas, à se prendre un peu pour la dernière roue du carrosse et à complètement oublier cet élément-là. Il y a un programme de coaching en parentalité que j'aime beaucoup, qui a été monté par les Fabuleuses au foyer qui s'appelle Quand maman va, tout va. Alors, au-delà du fait Ah, que c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. euh, le Ouais. titre est vraiment il dit tout. C'est-à-dire que dans une famille, à partir du moment où la maman est en forme, il y a de grandes chances que derrière, la famille soit en forme et que du coup, si je retombe sur le thème de l'expatriation, elle est réussie. Et Mm. ça, c'est voilà, l'investissement le plus important, il va pas être dans la grosse voiture et dans la maison, il va être dans le bien-être émotionnel de la maman. Et ça, je ne le dirai jamais assez. Prenez soin de vous, les mamans, et C'est faites-le. tellement vrai, Il y a Sophie. besoin. Et de pas attendre le dernier moment pour se prendre en main, n'est-ce pas? Ouais. C'est trop Parce tard, c'est que, compliqué. oui, et après, il faut tout rattraper, il faut prendre encore plus de temps pour soi. Et puis, tout ce qui est semé en amont, avec toutes les frustrations ou les colères ou les tristesses qui n'ont pas été accueillies, eh bien, elles restent là et c'est de plus en plus difficile. Donc oui, je te rejoins complètement que l'accompagnement, et puis ce n'est pas une faiblesse hein, de se faire accompagner, et je dirais même au contraire, se faire accompagner pour accepter sa vulnérabilité. Je pense que c'est le plus bel acte d'amour qu'une maman ou une femme puisse offrir à son conjoint ou à sa famille. Parce qu'on a parlé beaucoup d'enfants, mais c'est vrai qu'il y a aussi des gens qui s'expatrient et qui sont juste en couple. Mais Ouais. c'est valable pour eux aussi. Ouais. Ah, dans tous les cas, absolument, absolument. Très bien. Bah écoute, un immense merci. Donc on va indiquer dans le lien dans le descriptif ton site internet, ton podcast et puis bah, l'intitulé de ton dernier livre. Est-ce que tu Ah, veux mais qu'on... j'en ai pas parlé. Alors, ce livre s'appelle Écoute, les outils indispensables pour se connecter à son enfant. Et ce livre, je ne l'ai pas écrit, je ne l'ai pas traduit. Donc, l'auteur s'appelle Patty Whippler. C'est la fondatrice de Haninan. Elle l'a écrit avec Tosha Shore, qui est une autre formatrice. Vous verrez pas mon nom dans ce livre. Moi, j'ai été complètement transparente, mais sachez que je l'ai porté jusqu'au bout et jusqu'au son arrivée dans les rayonnages en librairie. Ouais, ça se sent. Tu as mis toute la... Quelque part, on sent ta magie derrière tout ça. C'est magnifique. Et j'ai envie de Super. dire, ça te ressemble tellement. C'est-à-dire que tu es discrète, mais tellement efficace. Donc voilà. Et Merci, ben écoute, Elodie. Sophie, un immense merci. C'était un régal.